La bonne foi que l'intrigue de cette interview ne se rattache pas que à des individus. J'ai parlé des leaders politiques dans leur généralité et dans certaines Donc, de leurs actions. on n'aurait même pas pu arriver certainement au troisième mandat. S'il vous plaît. Si là, des gens avaient pris leurs responsabilités. Mais ils se sont dit, OK, oui, ça nous va. Le PDC IRDA était d'accord avec la Constitution. Personnellement, avec le président Bédier. C'est cette Constitution, voilà les conséquences. Guillaume Soro, président du GPS, était d'accord avec cette Constitution, il a fait campagne. Voilà aujourd'hui où elle nous amène cette Constitution. Vous voyez, quand on ne légifère pas pour l'instant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ok. Guillaume, oui, allez-y. Il faut que les téléspectateurs m'écoutent aujourd'hui. Je mène un combat de principe. Si ceux que je viens de citer, pendant que le président Gbagbo était en prison, ils avaient dit non à cette Constitution, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous payons les conséquences de leur inconstance. C'est ce qui est vrai. Et moi, ça me pose un problème. Et quand tu ne t'associes pas à eux, tu les ramènes à leur inconstance, tu deviens le traître. Tu deviens l'homme à abattre. On fait te bûcher. On donne de l'argent ça et là, parce que là, on connaît maintenant leur salaire sur les réseaux sociaux. Hein. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire. Voilà, qu'on leur donne telle somme pour venir s'attaquer à tel leader. Vous fatiguez pour rien. Écoutez-moi très bien. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que moi, je mène un combat de principe. Je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour m'amener dans le faux. Et je dis. Parfait. Pour continuer quand même. Parce que la différence, c'est laquelle? La différence est-elle de nature ou de degré? Vous me demandez si le président Ouattara est de bonne foi ou il n'est pas de bonne foi. Je vous ramène cela aussi. Parce que c'est... Mais on va arriver aussi chacun des leaders. Vous voyez... Non, moi, je ne suis pas là pour juger des individus. Je parle d'une situation globale en Côte d'Ivoire. Moi, je parle... S'il vous plaît, quand on légifère, chers amis, légiférons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne jouons pas avec notre Constitution. Notre Constitution doit être une loi fondamentale. Elle ne doit pas être un brouillon permanent. Est-ce que vous pensez que le président Tidjane Thiam est-il de bonne foi lorsqu'il est présenté justement comme l'homme providentiel et que l'on enlève son nom sur la liste électorale et que, justement, dans les instances suprêmes mondiales où on dit où il siège, il n'y a aucune sanction, aucune once de sanction contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Non, mais est-ce que c'est parce que les réseaux dont on dit qu'ils diffusent ne se mettent pas en branle pour sanctionner et favoriser sa candidature qu'on peut dire qu'il n'est pas de bonne foi? Oui. Non, ce n'est pas lui qui dirige ces organisations dont vous parlez. Justement, j'ai posé cette question. Il n'est pas en capacité de décision. Mais vous pouvez être mon ami à moi et vous pouvez ne pas agir en ma faveur. J'ai posé cette question à dessein. Parce que vous êtes ami à moi, mais votre pays a des intérêts. Mais j'ai posé cette question à dessein. En 2011, lors de la crise post-électorale, lorsque le Conseil constitutionnel donne le président Laurent Gbagbo gagnant et qu'après, la commission électorale qui n'est même pas habilitée donne le président Alassane Ouattara gagnant, on a vu après toutes les résolutions au niveau de l'ONU qui ont réhabilité le président Alassane Ouattara et on a vu les embargos contre les médicaments. Ça a montré que quoi? Il avait des réseaux. Il a montré toute sa bonne foi dans ce sens. Aujourd'hui, on a le cas du président Tidjane Thiam. Il est dans toutes les grosses instances mondiales. On enlève son nom de la liste électorale et il n'y a rien. Rien. Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Non. Vous posez mal la question. Vous reformulez à votre façon, mais en tout cas pour moi, pour le petit gars de Yopougon, il se dit, mais Guillaume, on dit le gars, il a tous les réseaux. Je vous parle de manière vraiment relâchée. On dit il a tous les réseaux. Guillaume Veilleux, c'est moi qui ai habité Yopougon. Moi-même, j'ai habité Yopougon. Moi-même, j'ai habité à Bobo. Moi, j'ai habité au Groupement. Il a dit que moi, j'ai habité à Bobo. Ok, donc allons-y. Voilà, moi, j'habitais à Bobo à Gbekwa. Ok, moi j'ai été au groupement foncier à Yopougon. Moi j'étais à Yopougon Sojefia, ensuite j'étais à Yopougon millionnaire juste derrière moi. J'étais à Selmer et puis après j'étais au quartier millionnaire. Donc comme parler à ces petits gars là qui se demandent mais voici un monsieur, on dit il a tous les raisons, on l'a enlevé de la liste, il n'y a rien. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas de bonne voie. La conclusion que vous pouvez tirer, laissez-moi. Ok, allez-y. La conclusion qu'on peut tirer, est-ce que ces réseaux existent vraiment? Voilà ce que vous devez dire. Ok. Voilà. Vous ne pouvez pas dire non, comme ces réseaux n'existent pas, alors est-il de bonne foi? Non. La question c'est, est-ce que ces réseaux existent vraiment? Un. Deuxièmement, est-ce que ces amis-là sont toujours ces amis? Est-ce que être ami dans des entreprises, ou diriger une entreprise, est-ce que ces mêmes amitiés-là valent quand maintenant vous voulez postuler pour diriger un pays? Les intérêts politiques étant différents des amitiés en entreprise. Parce que les intérêts d'un pays, c'est différent. Et je sais de quoi je vous parle. Donc, voilà des questions qu'on peut poser. Mais ça, je le dis toujours,
Monsieur le président d'un terme, aujourd'hui président du PDC-IRDA, il a des militants. Il y a des gens qui croient en lui. D'accord? Ce que je demande, c'est qu'on crée les conditions pour que cette injustice puisse être réglée. Moi aussi. Donc voilà, on n'a pas besoin de réseau pour régler ça. Parfait. On n'a pas besoin de réseaux pour régler ça. On a besoin seulement de comprendre que notre pays n'a plus besoin de conflits. Donc on s'assoit, on règle ce qu'on a à régler et on laisse ce qu'on a à Ça va de la bonne foi lorsque je parlais de la bonne foi du président Alassane Ouattara. Parce que pour moi, on n'a pas besoin de tous ces débats. Il faut juste une volonté politique pour que tout le monde soit apaisé et qu'on aille de l'avant. On va s'intéresser à un autre homme politique. Est-ce que vous pensez justement que le président Diom Soro est-il de bonne foi lorsqu'il est terré au Ghana dans un silence coupable quelque part? Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Il est au Ghana? Selon les dernières publications sur ces chaînes, il est au Ghana. Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi lorsqu'il est terré dans un silence coupable au Ghana? Non, vous savez, je suis mieux placé pour le dire, quand vous êtes en exil, contrairement à ce qu'on peut faire croire, vos hôtes qui vous accueillent ont des relations bilatérales avec votre pays d'origine, donc avec les autorités de votre pays, qui peuvent leur reprocher le fait qu'ils accueillent chez eux quelqu'un qui est leur opposant et qui pourrait, à partir de leur pays, déranger leur gouvernance. Donc, on peut lui dire, OK, pour des raisons humanitaires, on vous accueille ici, mais en retour, vous n'avez pas droit à la parole publique. Maintenant, il peut y avoir des moments exceptionnels, tels que la fin d'année, où le leader en question peut dire, OK, je voudrais m'adresser à mes militants au moins pour leur souhaiter la bonne et heureuse année, ou alors c'est mon anniversaire moi-même, ou l'anniversaire de mon parti, des questions comme ça, des moments comme ça. Donc, je ne crois pas qu'il se taise par volonté. Il se taise parce que ce sont des conditions qui sont posées. Tout à l'heure, vous avez beaucoup cité le président Laurent Gbagbo et c'était la seconde personnalité politique dont j'allais parler par rapport à cette question de bonne foi. Vous avez parlé des acquis démocratiques justement par rapport au président Laurent Gbagbo. La question que j'ai formulée, elle est ainsi libellée. Justement, est-ce que vous pensez que justement le président Laurent Gbagbo est-il de bonne foi lorsqu'après tout ce qu'il a apporté justement en termes d'acquis démocratiques à la Côte d'Ivoire veuille se présenter à l'élection présidentielle de 2025? Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Dieu me pardonne. Pardon. Il te demande pardon. Il faut me laisser où je suis là. Pardon. Pardon. Non, mais c'est une question que je vous pose. J'ai une baisesse. Pardon. Je vous ai déjà dit, moi je respecte le président Gbagbo. Allons-y. Et je prends un joker sur cette question. Youm, pardon. La question là, je ne vais pas répondre. Pardon. Je ne vais plus répondre. Question suivante. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo est-il de bonne foi lorsqu'il lance par exemple des messages de défiance à l'endroit du pouvoir en place et sachant que ce pouvoir justement a embastillé, écrasé, réduit au silence toute l'opposition ivoirienne pendant 15 ans sans que le ciel ne leur tombe là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Je vais vous revenir sur mon pardon. C'est que je ne veux pas me dédier. Je ne veux pas juger le président Gbagbo en public. Si j'avais l'opportunité de parler avec lui en privé, je lui aurais fait mes observations. Malheureusement, des obstacles ont été dressés entre le président Gbagbo et moi. Quand j'en parle, c'est toujours les larmes aux yeux que j'en parle. Parce que le président Gbagbo peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire, autrement aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, toutes ces questions dont vous parlez sont issues des stratégies conçues au sein de ce nouvel appareil politique. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, pardon. J'aurais bien voulu avoir l'opportunité. Parce que pour moi, celui que tu dis, c'est mon père, tu ne le juges pas publiquement. Tu n'exposes pas ses faiblesses publiquement. Je vais toujours être là. Avant vous, d'autres journalistes m'ont demandé. Je leur ai répondu. J'ai même dit, ceux qui peuvent m'aider pour que je rencontre le président Gbagbo, pour que lui-même puisse parler, qu'ils le fassent. En retour, je reçois plutôt des attaques. C'est pourquoi il y a des questions que je n'aborde plus. C'est tout. On va progresser là-dessus parce que c'est clair que qu'elle soit retournée d'une manière ou d'une autre, cette question inhérente au président Laurent Gbagbo, et je ne veux pas que ça fasse... oui, voilà. On va en arriver à vous par rapport à la bonne foi. Est-ce que vous pensez que vous êtes de bonne foi lorsque, par exemple, votre ton qui était autrefois si virulent, aujourd'hui est très conciliateur? Est-ce que vous pensez être de bonne foi? Là, vous parlez de moi. Oui, là, on parle du président Charles Blé Goudé, président du COJEP. Malheureusement, il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Vergès, il y a eu 11 ans de réflexion. Un bon leader, c'est celui qui sait prendre en compte l'environnement, que ce soit en politique
ou en marketing commercial, comment vous vendez votre produit? Comment vous l'adaptez aux besoins de ceux à qui vous le vendez? Ceux qui veulent le retrouver aujourd'hui, le bleu goudé de 2002, je pense que c'est eux qui ne sont pas de bonne foi. Parce que 2002 n'est pas 2025. Il y a des réalités nouvelles. Il y a une situation nouvelle. Il y a une recomposition de la classe politique de Côte d'Ivoire. Mais c'est à ça que donc, je vais moi, Charles Blé Goudé, évidemment, je ne tiens pas un langage guerrier parce qu'il n'y a pas de guerre. Mais justement, c'est là où j'allais en venir. Ça tombe très bien parce que là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Lorsque cette Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, on vous a vu par les rebelles, on vous a vu en tout cas très vindicatif. Mais pour des millions d'Ivoiriens aujourd'hui, la situation n'a pas changé parce que pour eux, le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à genoux avec un endettement massif, avec une injustice criade. Mais vous, soudainement, justement, face à tous ces faits, vous êtes à faux. Vous ne dénoncez pas cela. Mais ce n'est même pas vrai. Je me prononce sauf que je ne l'écris pas comme eux l'auraient voulu. Je vous ramène à mon discours du 15 février 2025. Lorsque toutes les coordinations du COJEP sont venues me présenter les vœux de Nouvel An, j'ai fait un état des lieux de la Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. J'ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la CEI, j'ai parlé de la dette dont vous voulez parler, j'ai parlé des droits de l'homme et des droits humains, j'ai même parlé de la situation sous-régionale en faisant référence à l'AES. Mais tout cela, comme je ne l'ai pas dit en insultant, on ne construit pas un pays en insultant. D'accord? Et donc, le blé goudé que vous cherchez, avec la casquette noire, avec le discours vindicatif, vous ne le retrouverez plus jamais. Vous trouverez là un blé goudé rassembleur qui pose les problèmes avec un langage qui va avec. Parce qu'il estime que c'est de ça que son pays a besoin. Je dis, on va résoudre tous ces problèmes-là autour d'un dialogue. Regardez-moi droit dans les yeux. Je me bats pour ce dialogue-là. Je me bats pour qu'on s'asseye pour parler. C'est mon choix que j'ai fait. J'estime que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Les autres méthodes, c'est vrai, ils ont le partisan. Je ne les condamne pas. Je ne les juge pas. Moi, je sais aussi la mienne, ma méthode. Et puis on verra ce qui peut faire du bien à la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'estime, et je suis en phase avec les partis membres de la coalition à laquelle j'appartiens, qu'il faut le dialogue. Vous avez écouté Simone Gbagbo hier, lors de la fête de liberté. Elle l'a dit. Il faut le dialogue. Je le dis, il faut le dialogue. On va arriver à elle. Elle est candidate, on va arriver à elle. Mais vu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a certains combats... Est-ce que vous connaissez la violence de l'apartheid? Est-ce que vous avez connu la violence Président, permettez-moi, s'il vous plaît, pour ne pas perdre le fil de mon idée. Vu que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des combats à mener et après, lorsque vous allez changer avec les tenants du pouvoir, vous allez mener d'autres luttes. Est-ce que là, moi je vous pose la question de manière factuelle, hein, est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez partie des personnes... Après, parce que tout à l'heure, c'est vrai, vous en avez parlé, par rapport à la Constitution, vous avez voulu qu'il y ait 2 mandats, mais pas 3 mandats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, réellement, vous êtes contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Non. Ce n'est pas une histoire du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Pour moi, il faut 2 mandats dans nos pays. Ok, donc vous êtes contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Le 3e même n'aurait même pas dû avoir lieu. Ok. Non, je n'ai pas encore fini. Et le jour où moi je suis élu, je vais soumettre à référendum la constitution qui est là. Il y a un article que je vais introduire sur le 2e mandat. Il faut verrouiller ça. Il faut être clair là-dessus. Tout citoyen ivoirien qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire n'aura droit qu'à 2 mandats pendant sa vie sur la terre des hommes. Point. Quelles que soient les modifications constitutionnelles, tout citoyen ivoirien n'aura droit qu'à 2 mandats. Et puis c'est clair pour tout le monde. Une bonne fois pour toutes. Le président Patrice Talon le fait au Bénin. On peut le faire en Côte d'Ivoire. Comme ça, personne ne viendra dire oui, c'est le premier, comment ils appellent ça? C'est le premier mandat de la 3e République. On va éviter toutes ces interprétations. Parce que aussi, nos intellectuels aussi ont laissé trop de fenêtres ouvertes. Parfait. Il faut régler cette histoire. 3e personnalité. Mais je ne veux pas la régler en la personnalisant.
au président Ouattara, ou au président Gbagbo, ou à Charles Blé Goûté. C'est ça qui pose le problème en Côte d'Ivoire. On règle nos problèmes en les attribuant à des personnes. Non, tout doit être impersonnel. C'est ça la force de la loi. Est-ce que vous pensez que justement l'ex-première dame, Simone Eivie Gbagbo, est-ce qu'elle est de bonne foi lorsqu'elle dit, par exemple, qu'il peut y avoir plusieurs coalitions, mais qu'au final, l'opposition ivoirienne va se retrouver et parler d'une seule voix? Est-ce que vous pensez qu'elle est de bonne foi? Oui, elle est de bonne foi. Elle est de bonne foi parce qu'elle est plus loin. Elle a dit on peut parler d'une même voix sans être obligé de parler d'une seule voix. Et moi, je prends un exemple. Au Sénégal, c'est l'élection la plus récente qui a eu lieu. En Afrique de l'Ouest, il y avait plusieurs candidats. Il y avait 16 candidats. 16. Mais tout le temps, vous parlez de cette c'est pas le même code électoral. Je ne parle pas du code. Je vous parle maintenant, vous parlez de l'union. De la pluralité, de l'inclusion. La pluralité, on n'est pas en train de parler de l'élection ou des institutions. On parle maintenant de l'opposition. Je vous dis qu'il y avait 16 candidats. Un seul candidat pour le parti au pouvoir. Tous les autres candidats étaient pour l'opposition. Même PASTEF avait 4 candidats. Mais ça n'a pas empêché l'opposition de remporter l'élection. Pourquoi? Parce que parmi cette opposition, il y en avait un parti qui avait un leader qui portait un projet qui était en rapport, en harmonie et qui répondait aux revendications au quotidien des concitoyens. Voilà ce que je vais juste vous dire. Alors, il ne faut pas valider cette thèse qui est que, ah oui, comme tous les opposants ne sont pas ensemble, alors ils sont fragilisés, donc ils vont perdre. Vous jouez le jeu du pouvoir quand vous faites ça. Parce que vous pouvez avoir au sein de l'opposition quelqu'un qui est seul et qui n'est pas dans une coalition, ni dans une plateforme, ni dans une alliance, et en qui la population peut avoir confiance. Mais non, je vous ramène toujours au Sénégal. En 2012, Macky Sall n'avait pas le soutien de tous les opposants. La classe politique traditionnelle, dirigée par les Moustapha Niasse et autres, n'ont pas soutenu Macky Sall. Ils étaient dans une logique de boycott face au président Abdoulaye Wade. Donc pendant qu'eux, ils boycottaient, pendant qu'ils mobilisaient pour la rue, Macky Sall, il s'est tué avec son équipe. Ils ont fait du porte-à-porte dans le silence. À la fin, c'est Macky Sall qui a gagné les élections. Je vous le rappelle. Je suis malheureusement obligé de faire encore un proverbe. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais c'est l'Afrique qui parle. Vous savez, ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Sinon, la forêt pousse en silence. Parfait. Mais moi, ma question, c'était, est-ce que lorsqu'elle dit qu'il y aura plusieurs coalitions, mais au final, l'opposition ivoirienne va parler d'une seule voix. Est-ce que vous pensez que cette opposition, telle qu'elle est partie, elle pourra parler à la fin d'une seule voix? Je ne veux pas être accusé de celui qui ne veut pas que l'opposition se retrouve. Elle l'a dit. Moi, elle l'a dit. Elle a certainement des éléments que moi, je n'ai pas. Maintenant, il faut voir c'est quoi se retrouver. Est-ce que c'est se retrouver? C'est se retrouver physiquement. Est-ce que se retrouver, c'est se retrouver sur les revendications? Ça aussi, c'est se retrouver. On peut dire de quelqu'un que toi et moi, on se retrouve parce qu'on défend la même idée. Même si on n'a pas la même méthode. On peut dire quelqu'un qu'on se retrouve parce qu'on se retrouve physiquement. De quelle retrouver elle parle? Quand on va se voir, on parlera. Parce que moi, je suis là. Ça fait près de 3 semaines que je suis en Europe. Parfait. On va vers la fin. Vous avez fait une déclaration, justement, choc lors d'un entretien, parlant des 10 ans du COJEP qui sera payant. Justement, quel intérêt vous accordez, on va dire, à une telle annonce qui a fait l'effet d'un buzz, hein, alors qu'on sait que la Côte d'Ivoire a la croisée des chemins et qu'il y a des problématiques beaucoup plus majeures? Quel intérêt vous accordez à une telle annonce choc? C'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est le sens du sacrifice. De donner ce qu'on a comme temps, ce qu'on a comme intelligence, ce qu'on a peut-être de plus cher qui peut être l'argent, pour avoir ce qu'on veut. Aux États-Unis, c'est de là que le terme fundraising est venu. Regrouper des fonds, collecter des fonds pour un candidat. Barack Obama, c'est pas un homme riche. Sa famille n'est même pas riche. C'est un jeune avocat en 2008. Ce sont des jeunes Américains qui, avec $1, $2, $5, $10, ont tous la mis ensemble pour lui donner la plus grande cagnotte dans l'histoire des États-Unis d'Amérique.
et il a remporté les élections. En tout cas, vous, votre parti vous soutient depuis longtemps. Le COJEP vous soutient depuis que vous êtes à l'AE. Mais faites une annonce comme ça, au moment où les enjeux du moment sont des enjeux cruciaux. Est-ce que c'est pas donner raison à certaines personnes qui disent aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé, il est en train de nous distraire par ce genre de choses qui sont un peu de l'ordre du buzz? Dites à ces gens que ce que je dis là, ça ne les intéresse pas. OK. Pourquoi ça ne les intéresse pas? J'appelle mes militants, j'appelle mes sympathisants, j'appelle mes responsables à un meeting. Le COJEP va célébrer ses 10 ans. Ceux qui vont venir normalement, d'abord, il y a la presse, il y a les invités, et puis il y a mes militants, il y a mes responsables, et puis il y a mes sympathisants. Donc ceux qui ne sont pas sympathisants du COJEP, là, le meeting, là, ça ne les concerne pas. Moi, j'ai là l'occasion de communier avec les miens. Les gens font leur congrès, les gens font leur meeting, ils vont donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent. Moi, je dis chez moi, c'est le contraire. C'est un risque pour moi. Parce que celui qui n'a pas mis francs, il ne vient pas. Mais vous allez voir que j'aime innover. J'aime innover. Sonko l'a fait au Sénégal. Tous les meetings de Sonko étaient payants. 500 francs. Mais c'est le symbole qui compte. Ce n'est pas l'argent qu'il faut voir. C'est une clause de l'adhésion que je suis en train d'enclencher. Donc, ce n'est pas la peine de s'émouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends. Ce n'est pas un concert, mais j'estime que les militants du COJEP doivent participer à notre marche glorieuse. Et j'ai baptisé cela le panier de l'espoir. Ça permet au leader d'aller là où il veut. Les gens se demandent, mais comment il fait pour payer ses billets d'avion alors que ses comptes sont gelés? D'abord, ceux qui disent ça, je n'ai pas de compte à leur rendre. Mais là-dessus, le ministre Touré Mamadou a dit qu'il y a certains leaders qui ont vu leur compte dégelé, mais dans la confidentialité, n'ont pas voulu que cela soit... Moi, j'étais encore là quand il le disait. Que cela soit rendu public. Oui, il l'a dit aussi récemment. Oui, mais ce n'est pas de moi qui parle. Puisque moi, je suis toujours en train de dire que c'est faux. Donc, ils sont là, libres de dire non. Votre compte, est-il gelé? Non seulement mon compte, il est gelé, mais le compte de mon assistante même est gelé. Donc, vous n'êtes pas dans la clause de confidentialité avec... Mais je le dis, elle a 36 000 francs CFA sur son compte. Son compte est gelé. Le mien, il est gelé. Non seulement mon compte est gelé, je suis encore condamné à 20 ans. Je suis radié de la liste électorale. Guillaume, c'est là que je vois l'ingéniosité de mes contradicteurs. Ah non, c'est un traître. Il est avec le pouvoir. Pendant qu'eux, ils jouissent tout du pouvoir, et ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. Leurs comptes sont dégélés. D'accord? Ils voyagent comme moi. D'accord? Et moi, je suis radié de la liste électorale seulement avec le président Gbagbo. Si on prend la grande famille pour Gbagbo. Parce que moi, je n'ai pas une autre grande famille. Ma grande famille, c'est la famille pour Gbagbo. C'est une réalité. Et personne ne peut me nier ça. Le premier pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, là, après Gbagbo Laurent, il s'appelle Charles Blé Goudé. Le président... Attends. Il faut que ce soit très clair. Parce que les gens, ils confondent tout. Il y a les nouveaux amoureux du président Gbagbo, là. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle soutenir un leader? C'est le soutenir et assumer la relation que vous avez avec ce leader pendant que le lion crache du feu. Le lion ici, c'est la Cour pénale internationale qui condamne les gens à 50 ans. Ça, vous l'avez toujours dit. S'il vous plaît. Non, mais les gens semblent ne pas le comprendre. Okay. Donc, je le dis aujourd'hui. Maintenant, le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici, aux gens de Soro Guillaume, là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, là, c'est le amour Gbagbo, là, c'est quitté où? Je vais parler même comme le gars de Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars de Yopougon. Oui. J'ai dit, vous, là, votre amour pour le président Gbagbo, là, c'est quitté où? Vous avez fait le tour du monde pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard, qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on m'a pris comme un fagot, on l'a attaché, puis on m'a amené avec lui à la CPI. Dieu a fait, on est sorti là-haut. J'ai dit, votre amour pour Gbagbo, là, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. Le micro. Votre amour pour Gbagbo est quitté où? Donc, nous, on a notre problème à la maison. Ça, c'est entre nous. Donc, moi, je rappelle, vous avez fait le tour du monde pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Vous avez dit que le président Gbagbo était un voleur, qu'il a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Le président Gbagbo, c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Votre amour pour lui, il a quitté où? Arrêtez votre comédie. J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Ok. Ça, on l'entend. Donc, s'il y a un problème entre le président Gbagbo et moi, là, ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que... qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Pour me... Non. C'est toi qui es le journaliste. Non, mais moi, j'ai pas... Non, c'est toi qui es le journaliste. Non, mais moi, j'ai pas... Pourquoi tu ne poses pas ces questions-là? Moi, quoi ça? Non. Tu n'as pas entendu ça aussi? Que quoi? Bon, allons-y. Non, mais est-ce que les pros
disent... Mais ils sont ivoiriens aussi, non? Mais justement, non, ça, on va en arriver. Mais vu que vous parlez du président Laurent Gbagbo, et c'est vrai que c'est sur cela peut-être tellement qu'on va terminer parce que vous en avez gros sur le cœur. Et je pense que vous avez besoin peut-être de faire une mise à jour là tout à l'heure dans cette interview. Vous allez en avoir l'occasion. Mais vu que vous parlez du président Laurent Gbagbo, justement, il a lancé un mouvement, le mouvement Trop c'est trop. Et c'est un mouvement qui ne s'adresse pas aux partis politiques, mais vous avez dit le premier défenseur du président Laurent Gbagbo, c'est vous. Quel est votre avis? Est-ce qu'on verrait Charles Blé Goudé, on va dire, bon, je soutiens le mouvement Trop c'est trop. Le président Gbagbo n'est pas en danger. Tout vous avez dit le premier défenseur, on défend celui qui est en danger. OK. Mais aujourd'hui, quand il dit trop, c'est trop, et qu'il ne peut pas laisser passer le 4e mandat du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, elle est en danger, et que lui, il est en train de porter cette voix. Pourquoi on ne voit pas le président Charles Blé Goudé porter cette même voix dans le mouvement Trop, c'est trop, par exemple? Mais Guillaume, moi, je porte cette voix aussi. Sauf que je la porte différemment. Mais pourquoi ne pas la porter dans Guillaume, Trop, c'est trop? Pourquoi c'est quand je vais forcément dans Trop, c'est trop que ça apporte un plus? Guillaume, je suis membre de CAP Côte d'Ivoire. Je vous demande d'aller écouter la conférence de presse qui annonçait la naissance de CAP Côte d'Ivoire. Vous allez voir tous les points que notre porte-parole, la présidente Simone Evé Gbagbo, a égrenés. Ce n'est pas différent. En ce moment, il n'y avait pas de mouvement Trop, c'est trop. Mais Trop, c'est trop, ça n'intéresse pas aux partis politiques. S'il te plaît. Mais quand on parle aux Ivoiriens. Et éviter de créer des problèmes inutiles. Ça n'existe pas. Le plus important, c'est qu'on fasse en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse des jours à venir meilleurs. Et moi, je participe à ça. Ce que je demande, c'est qu'il faut un dialogue. Moi, j'ai choisi la voie du dialogue. Vous avez compris? Et choisir la voie du dialogue n'est pas une faiblesse. Parce que j'estime qu'on a déjà expérimenté autre chose. Vous et moi, on connaît les conséquences. C'est pourquoi je dis asseyons-nous autour d'une table. Et il faut convaincre nos partenaires extérieurs. Il faut convaincre le parti, le RHDP. Et tout le monde pour dire asseyons-nous. Et moi, je suis content qu'on commence à nous asseoir. Donc, moi, je me bats pour taper à toutes les portes pour qu'on puisse s'asseoir. Et je suis content que Cap Côte d'Ivoire est dans cette logique. Cela dit, je ne condamne pas les démarches des autres. Vous savez, je dis chacun a le droit de chercher son chemin. Le problème ici, c'est que tout le monde pense que tout le monde doit dire la même chose au même moment. Tout le monde pense que tout le monde doit faire la même chose au même moment. Ce n'est pas ça la politique. Il y a ce qu'on appelle le principe et il y a ce qu'on appelle les modalités. J'ai passé tout mon temps dans les syndicats. Le principe, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut qu'on réintègre les leaders politiques qui ont été radiés? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut réformer la CI? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut faire la RLE? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut faire le découpage électoral? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous suis. Maintenant, comment l'obtenir? Ça, c'est la modalité. Donc, la différence qui est dans le comment s'appelle une contradiction secondaire. La différence qui est que, non, moi, je ne veux pas qu'on fasse la lutte électorale alors que l'autre le veut. Là, en ce moment-là, c'est une différence de principe. Or, je ne crois pas qu'il y ait une différence de principe. C'est la modalité, les moyens d'action qui peuvent être un problème. Est-ce qu'on a besoin de se bagarrer pour ça? C'est sur tous les sujets qu'on se bagarre. Pour une dernière fois, ne m'opposez pas au président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Non, je prends votre micro pour parler. Okay. Je ne parle pas de vous. Pour une dernière fois, ne m'opposez pas au président Laurent Gbagbo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne portera rien. Vous pouvez bâcher du Blé Goudé. Vous pouvez l'écraser, faire 1000 panels sur lui. Ce n'est pas ça qui va changer la Côte d'Ivoire. Selon vous, pourquoi certains observateurs de la scène politique ivoirienne trouvent votre position intrigante? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne saurais le faire. Vous demandez à ceux qui estiment que j'ai une position qu'ils ne comprennent pas de vous en donner les arguments. Moi, j'ai eu 11 ans où j'ai eu beaucoup de temps, comme je ne l'ai jamais eu depuis mon jeune âge. Et je vous ai dit, parce que ce n'est pas la première fois que vous m'interviewez, que la prison n'est pas seulement un lieu d'enfermement, c'est un lieu de bilan, mais c'est aussi un lieu de projection. Mon logiciel politique, je le mets à jour. Et quand je déroule, quand je vocalise, quand j'agis, je ne le fais pas pour rassurer qui que ce soit. Je le fais parce que je le trouve juste, en harmonie avec mes valeurs, avec ma vision, mais surtout avec mes principes qui m'ont amené en politique. Je travaille pour une seule entité,
les Ivoiriens et les Africains en général. Donc, c'est vrai, certains peuvent ne pas comprendre ma position, je le leur concède, mais je fais la politique pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais lorsque justement certains de ces Ivoiriens dont vous avez parlé tout à l'heure et Africains pour qui vous faites la politique, lorsque certains ne comprennent pas votre démarche, tout de même, est-ce que vous ne trouvez pas assez cohérent tout de même de pouvoir leur donner une quelconque explication? Je trouve que c'est normal que certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis. Je ne détiens pas la vérité absolue. J'ai une vision que je déroule. J'estime que j'ai fait la politique dans un environnement donné, avec des réalités données. D'accord? Et mon pays, on ne peut pas le comparer avec d'autres pays parce qu'ils n'ont pas la même histoire récente. Je sors des prisons. Des Ivoiriens sortent d'exil, reviennent d'exil. Les Ivoiriens sortent à peine d'une crise meurtrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les rassembler, de quelqu'un qui peut les aider à soigner leur maîtrise au niveau moral, au niveau physique. Celui dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement un chef d'État. C'est un leader. Est-ce que vous pensez que les enjeux actuels par rapport à l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, ça demande plutôt rassemblement? Moi, je ne suis pas dans l'instant, Guillaume. OK. Moi, je ne suis pas dans l'instant. Je ne cherche pas seulement à récupérer un fauteuil présidentiel. Je cherche à changer la Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux. Notre pays va prendre la route du développement, se positionner dans le concert des nations quand on aura des leaders politiques qui vont renoncer au capital et aux retombées des discours qui créent la division. On ne construit pas dans la division. Qu'est-ce que je vais vous dire? La vision que j'ai. Vous demandez si c'est le moment de rassembler? Oui, il faut rassembler d'abord avant d'avancer. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comme vous discutez avec eux et que c'est à vous qu'ils ont dit qu'ils ne comprennent pas, dites-moi qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, je vais vous répondre. On va le dérouler. Voilà. Dites-moi ce qu'ils ne comprennent pas. Ça tombe bien, d'autant plus que la problématique majeure de cette interview, ce sera la bonne foi des hommes politiques ivoiriens. Je vous pose la question dans sa globalité. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ivoiriens, toutes tendances confondues, sont de bonne foi? J'ai toujours respecté le droit des autres à avoir leur vision, à chercher leur chemin et à le trouver selon leurs valeurs, leurs principes. Et je ne veux pas m'ériger en juge de celui qui sait tout, de celui qui ne se trompe jamais et de celui qui trouve que les autres ont toujours tout faux. Mais ils n'ont raison que, ils ne sont bons que quand ils sont dans votre logique. Ce n'est pas ça. C'est que moi, j'ai comme idée de la politique ou alors de la démocratie. Les gens parlent de démocratie. On va mener la lutte, on va faire la démocratie. Dès que vous prononcez un seul mot différent de leur, vous êtes le diable. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce que nous voulons bâtir alors? Si moi au contraire, demandez à mes collaborateurs. Je rencontre quelqu'un la dernière fois qui me dit, je vous prends mes excuses. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais sur mon réseau, je dis ceci, cela sur toi. Alors, je voulais un peu le bloquer, mais moi, je n'ai pas écouté ça. Mais continue de dire, parce que toi, tu me permets de voir mes limites. Et à partir de ce que tu dis, moi, je me corrige. Celui même qui n'est pas d'accord avec moi, Guillaume Vergès, je me bats pour qu'il ait l'espace pour s'exprimer. Et on espère au sortir de cette interview que certaines personnes pourront être plus ou moins être d'accord avec vous parce que de toute façon, vous avez dit tout à l'heure, l'écho que certaines personnes s'en font, on fera ces échos-là sur ce plateau. Bien avant, ce que je voulais préciser, on ne vous demande pas d'être juge, mais en tant que leader politique incontournable de ces 20 dernières années en Côte d'Ivoire, forcément, votre opinion sur certaines questions, sur certains sujets qui mettent à l'index l'actualité politique en Côte d'Ivoire seront vraiment les bienvenus. On va commencer parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la problématique. Oui, vous avez parlé de l'honnêteté. Ou de la bonne foi des leaders politiques. Certains vont vous dire, en politique, il n'y a pas de bonne foi, c'est ce qu'ils vont vous dire. Moi, Charles Blé Goudé, je considère que la politique n'est pas une tribune de mensonges. Ce n'est pas une tribune où on peut se permettre tout et n'importe quoi. Alors, on se cache derrière la politique et on fait tout. Parce que l'objectif, c'est juste le positionnement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, en déroulant justement cette problématique, si vous permettez, on va peut-être mieux comprendre. On commence par le président Alassane Ouattara. Lorsque je parlais de la bonne foi des hommes politiques en Côte d'Ivoire,
Lorsqu'il observe, par exemple, le silence, lorsque je parle du président Alassane Ouattara, lorsqu'il observe le silence face à tout ce tumulte portant sur la CEI, portant sur des décisions de justice à géométrie variable, en déniant à Tidjane Thiam sa nationalité ivoirienne, par exemple, est-ce qu'il est de bonne foi? D'abord, cette histoire qui concerne le problème de nationalité de certains leaders, qu'on leur nie, une fois qu'ils expriment leur volonté de briguer le fauteuil présidentiel, ça me gêne. C'est un débat qui, pour moi, doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais il doit avoir lieu, pas dans le tumulte, en légiférant. Nous avons des textes qui sont vieux d'années, qui ne s'adaptent plus. J'ai entendu Tidjane Thiam dire, dans ce cas, il faut ramener la CAN. Puisque d'autres Ivoiriens qui avaient la double nationalité ont participé à ce tournoi et puis nous avons gagné, on était tous contents. Mais au-delà des joueurs, ils sont nombreux aujourd'hui. Des autorités ivoiriennes en Côte d'Ivoire, de gauche comme de droite, au pouvoir comme dans l'opposition, qui ont 2 passeports en poche. Ils sont nombreux, les nôtres. Nous faisons cette interview à Paris ici. Ils sont nombreux, qui sont fiers d'avoir des passeports français. Mais pour ne pas mettre des visas dans leur passeport, pour aller en Côte d'Ivoire facilement, ont aussi des passeports ivoiriens. Je reviens sur ma question. Non, j'arrive. Okay. Tout ça, on fait quoi de ça? Ce sont les problèmes. Parce que ce n'est pas un problème de Tidjane Thiam. C'est un problème national. Et vous savez que la construction d'un pays, d'une nation, c'est un processus. On constate que le texte qu'on a voté il y a des années n'est plus, ne matche plus, n'est plus en harmonie avec les réalités. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, il y a des problèmes nouveaux qui explosent. Comment on adapte nos textes? Ce sont ces problèmes-là. C'est ce que j'appelle changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Il y a des réformes à faire. Tout n'est pas que politique, mais il y a des réformes à faire. Pour les faire, il faut qu'on s'assied autour d'une table. Parce que moi, je demande des pays. Mais avant d'en arriver aux réformes dont vous parlez, je vous disais tout à l'heure, on prend de manière factuelle. Là, en ce moment, la Côte d'Ivoire est d'un bouillonnement. Et forcément, peut-être que le pouvoir en place ne s'en émeut pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, par exemple, au pouvoir en place, et pour reprendre un peu toutes les réclamations de l'opposition, c'est qu'on puisse réformer la CEI, c'est qu'on puisse... Vous n'allez même pas me rappeler, c'est que moi-même, je rappelle chaque Merci, mais justement, lorsqu'on voit le silence... Vous êtes journaliste, moi... Non, moi, on n'a pas dit que moi, je suis silencieux. Non, je dis lorsqu'on voit le silence du président Alassane Ouattara face à tout cela, est-ce qu'il est de bonne foi? Voici ma question. Au-delà d'être de bonne foi, moi, je ne pose pas la question comme ça. Quand on est chef d'État et que votre pays sort d'une crise et que tous les ingrédients sont réunis et que tout le monde dit attention, la météo politique n'est pas bonne. En tant que premier responsable du pays, vous créez les conditions pour savoir qu'est-ce qui n'y va pas. Et comme vous en avez l'autorité, vous réglez ce que vous pouvez régler. Ce qui se passe en ce moment, révisitez toutes mes interviews depuis que je suis sorti de prison. Toutes les questions que vous soulevez en rapport avec la météo politique, inquiétante. Révisiter, M. Guillaume Vergès, toutes mes interviews depuis que je suis sorti de prison. Je dis, je suis inquiet. Que ce soit dans la presse internationale comme nationale, avant même que je rentre en Côte d'Ivoire, je dis, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'entends ça. S'il vous plaît. Parce que tout ce qu'il y a eu comme ingrédient ayant conduit au conflit électoral en Côte d'Ivoire, tout est réuni. Alors, il faut faire en sorte que sans aller à une confrontation physique, on puisse avoir un accord minimal avant qu'on puisse aller aux élections. Sinon, on va droit dans le mur. Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Ça, je l'entends. Mais lorsque la personne qui devrait apaiser la situation, qui est le premier magistrat de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, lorsqu'il entend tous ces cris de millions de personnes, il y a 28 millions d'Ivoiriens, il y a au moins peut-être 13, 14 millions qui sont en phase avec l'opposition. Vous tous qui êtes dans ce conglomérat qui demandez et que jusque-là, il n'y a aucun signe d'apaisement. Est-ce qu'il est de bonne foi? Je reprends encore ma question. Moi, je ne cherche pas à savoir si quelqu'un est de bonne foi ou pas. Ça change quoi? Ce que je cherche, c'est qu'on règle la question des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que je serai devant vous que j'aurais dit que le président Ouattara est de bonne foi ou il ne l'est pas
que la situation va changer. Ce qui est important pour moi, c'est le résultat que je cherche. Okay. Et le résultat que je cherche, c'est de faire l'économie, d'accord, de sang, c'est de faire l'économie des vies humaines et puis arriver à un minimum de consensus national avant qu'on ne parte aux élections. Ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est la confiance entre les Ivoiriens et leurs institutions. C'est la confiance entre les Ivoiriens et tout ce qui est censé être instrument pouvant les amener à s'épanouir. Je l'entends. Le président Alassane Ouattara, justement, pour poursuivre, en restant silencieux et laisser prospérer ses demandes, ses requêtes, est-ce qu'il n'est pas en train d'éloigner quelque part les Ivoiriens de l'essentiel? Parce qu'on débat, mais là, on a l'impression d'éloigner la classe politique ivoirienne de l'essentiel. Parce que la classe politique ivoirienne n'est fait que, on va dire, ressasser ces problématiques depuis de nombreux mois. Il n'y a aucun signe avant-coureur de dire que leurs demandes seront prises en charge. Le président, il laisse faire. Est-ce qu'il n'est pas en train d'éloigner la classe politique ivoirienne de l'essentiel? Ça peut être sa stratégie à lui. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une compétition de quelqu'un qui a le pouvoir et qui ne veut pas le laisser. Tout pouvoir que vous voyez partout, les gens veulent le conserver. Sauf que c'est les moyens de conservation qui posent problème. Vous conservez le pouvoir par rapport à ce que vous réalisez. Parce que l'élection n'est qu'un carrefour d'évaluation. C'est un processus de choix où des gens qui vous ont confié leur vie, Satan, leur éducation, leur économie, leur santé, et j'en passe, vous donnent 5 ans pour réaliser ce qu'eux ils espèrent. Quand vous ne le faites pas, 5 ans après, il y a un rendez-vous qui est l'élection. Et donc cette population a l'opportunité d'évaluer ce que vous aviez promis faire. L'avez-vous bien fait? Elle vous renouvelle sa confiance. Ne l'avez-vous pas fait? Alors, elle vous retire la confiance et elle la donne à tout le monde. Monsieur Guillaume, voilà comment moi, Charles Blé Goudé, je conçois la vie politique et la démocratie. Maintenant, si le président Ouattara ne le fait pas, qu'il les éloigne de leur réalité ou ce que vous appelez de l'essentiel, c'est à eux, lors des élections, de choisir quelqu'un d'autre qui peut tenir compte de leur réalité et de leur essentiel. Voilà ma vision. Maintenant, est-ce qu'il éloigne l'opposition ivoirienne de l'essentiel? Il appartient à l'opposition de savoir faire la différence entre le périphérique et l'essentiel, en mettant une stratégie en place pour aller à l'essentiel et focaliser et la population et l'opposition, et l'opinion sur l'essentiel. Et tous ces débats qui se mènent autour de cette thématique, de ces revendications, toujours dans les médias, hein. Aujourd'hui, ça fait les choux gras de tous les médias. Est-ce qu'au final, pour vous, ces débats ne sont pas futiles? Quel débat? Tous ces débats autour de l'éligibilité, de ceci, cela, alors qu'on sait que de manière, avec une bonne dose de bonne foi, c'est des débats qui n'avaient même pas lieu d'être, parce qu'il suffit aujourd'hui d'une décrispation, que le président Alassane Ouattara change la CI, qu'il permette à tous ceux qui sont écartés de la liste électorale de se présenter et qu'on en a fini. Est-ce qu'au final, tous ces débats, ce n'est pas des débats futiles? Mais vous ne faites que répéter ce que moi j'ai dit. Le porteur du dialogue en Côte d'Ivoire, c'est moi. On n'est pas deux, c'est moi. C'est moi qui ai toujours dit, asseyons-nous autour d'une table pour régler tous ces problèmes. Tous ces problèmes d'éligibilité, tous ces problèmes de la CEI, tous ces problèmes du découpage électoral. Je dis, je n'ai pas besoin de me bomber la poitrine pour le dire. Je le dis calmement, pourtant, on dit la même chose. Sauf que, pour certains, quand tu n'écris pas pour le dire, c'est que tu ne le dis pas. Moi, je ne veux pas qu'on retienne mes cris. Je veux plutôt qu'on retienne le fond de ce que je dis. C'est pourquoi je suis calme et je le dis. Et c'est pourquoi j'invite les autorités autour d'une table. Que toutes les forces vives de la nation s'asseyent. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Mais celui à qui on demande ça, cette personne, au final, n'a même pas encore réagi quelque part. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que cette personne a de bonne foi? La réalité des faits, c'est ça. Depuis des mois, toute l'opposition dit à M. Alassane Ouattara, on veut aller à la table de négociation. Et jusque-là, rien. Mais dites-le et assumez-le. Dites-le. Que quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que quoi? Mais c'est pas moi de le dire. Mais c'est à qui de le dire? Mais en réalité, si moi je dois le dire, il n'a pas de bonne foi. Voilà, donc je le dis ouvertement. Dites-le. Parce que c'est ça, en fait. Parce que ne pas, en tout cas, parce qu'on a l'impression. Voilà, là, je prends votre place. Oui, mais moi je le dis ouvertement. Vous êtes le politique. Je le dis ouvertement, mais vous, en tant que leader d'opinion et en tant qu'homme politique, si vous le dites, ça a une résonance beaucoup plus particulière que ma modeste voix. Mais je suis en train de vous dire que ce qui est important pour moi, ce n'est pas de dire que quelqu'un est de bonne foi ou il est de mauvaise foi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes, on doit les régler. Et pour les régler, je ne veux pas
braquer celui avec qui je vais discuter contre moi avant d'aller discuter. Parce qu'une table de négociation, c'est une table de donner et recevoir. Je ne viens pas pour vaincre quelqu'un. Je ne viens pas pour dire que quelqu'un est de mauvaise foi. Qui va accepter qu'on dise qu'il est de mauvaise foi? Ce que je cherche, c'est que les conditions soient créées au niveau psychologique, que les esprits soient disposés pour qu'on discute. Mais si avant d'aller à une discussion, je braque déjà mon interlocuteur, on ne va pas avoir un bon résultat. Je ne cherche pas à être un champion de celui qui accuse les autres. Ce que je cherche, c'est qu'au bout du compte, j'ai le résultat. Que les élections aient lieu dans des conditions bien. Bien. Deuxièmement, que la question de ceux qui ont été radiés de la liste électorale soit résolue. Parce que pour moi, il faut que la compétition ait lieu. Donc, il ne faut pas priver certains partis politiques, s'il vous plaît, de leurs champions. Ça, c'est ma position. Moi-même, je suis concerné. Pour le faire, j'ai besoin de créer un environnement de discussion. Moi, j'ai étudié la gestion des conflits. Donc, je n'ai pas la même démarche que les gens. C'est pourquoi je n'écris pas. C'est pourquoi je ne juge pas l'autre avant que lui et moi on s'asseye. Quand on aura fini de s'asseoir, que j'aurai déroulé le chapelet des questions que je porte dans mon document en tant qu'opposant, et qu'on aura fini, moi je le juge. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il faut caresser le président à la salle? Ah non. Si vous dites qu'il faut parler calmement pour que l'interlocuteur soit disposé, je n'ai jamais... il ne faut pas le critiquer pour qu'après il soit disposé à écouter les gens. Ça c'est vous qui le dites. Mais c'est la déduction. Vous interprétez... Non, c'est une déduction. Ah oui, mais votre déduction... Mais vous dites qu'il faut que votre interlocuteur soit disposé. Monsieur Guillaume, je vais vous parler calmement. Ok, je vous en prie. Vous n'allez pas prendre vos suppositions, les transformer en hypothèses, en vérité en plus, et puis que ça devienne des lois. C'est pas ce que j'ai dit. Depuis qu'on a assis ici, je n'ai jamais dit qu'il fallait caresser quelqu'un. Je vous dis que vous dites est-ce que le président Ouattara est de bonne foi ou pas. Je vous dis ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit ici, c'est le chapelet des revendications de l'opposition. Et qu'on crée les conditions pour aller discuter de ces problèmes. Voilà ce que je dis. Ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir là, oui, M. Ouattara il est de mauvaise foi. Ah oui, M. Ouattara il est de bonne foi. Ah oui, c'est le plus beau. Ah oui, c'est le plus vilain. Ça, c'est des jugements de valeur. Ce qui est important ici, quels sont les problèmes qui doivent nous permettre, qu'on doit résoudre pour nous permettre d'éviter un autre conflit à la Côte d'Ivoire. 1. La radiation de la liste électorale des leaders de l'opposition, bien connus, dont moi-même. 2. La commission électorale indépendante doit faire la révision de la liste électorale comme la loi le lui demande. On n'a pas dit oui, je vais le faire après, parce que la loi ne m'a pas demandé de le faire avant. Moi, j'ai demandé au président de la CEI, je suis allé le rencontrer, mais est-ce que la loi vous a demandé de le faire après? On ne vous demande pas d'interpréter la loi, on vous demande de l'appliquer. Troisièmement, le découpage électoral qui est un problème. Et puis quatrièmement, M. Guillaume, tout ce que vous posez comme problème, moi je l'ai posé depuis 2009. Est-ce que vous le savez? Non, c'est ça. Je peux vous en donner la vidéo. J'entends bien. C'est-à-dire que les enjeux du moment demandent peut-être d'autres éléments de langage, certainement. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. La commission électorale indépendante est mise en place. Elle admet en son sein des partis politiques en compétition. Lesquels partis auxquels on demande de s'asseoir, choisir parmi eux quelqu'un qu'on élit et qui est le président de la commission, et c'est eux qui vont organiser les élections. Je dis, mais quelle est cette trouvaille bizarre? Je l'ai dit en 2009, même sous le président Gbagbo. C'est-à-dire que quand mon mentor était au pouvoir, que cette trouvaille nous a été proposée, j'ai dit, c'est dangereux. C'est le même mal qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui. Je peux comprendre qu'en ce moment-là, il y avait des partis en conflit qu'il fallait mettre en confiance. C'est derrière nous. La Côte d'Ivoire n'est plus en conflit. Il faut lui donner un instrument électoral véritablement indépendant. Exclure les partis politiques de la commission électorale, la confier à des techniciens. D'abord, avant, faire appel d'offres. En définissant le profil de celui qui va être à la tête de la commission. Et puis, par appel d'offres, on discute. On met une commission en place pour pouvoir passer en revue les différents documents qui vont être déposés. Et puis, celui qui aura été retenu est à la tête de la commission. Maintenant, les partis politiques peuvent être membres de la commission électorale, mais en tant qu'observateurs, juste pour suivre leurs intérêts à eux. Bon, il y a même des candidats qui peuvent être indépendants. Ils ne sont même pas prévus à la CEI. On fait comment? Vous voyez, c'est de tout cela que moi je parle. Ce sont des problèmes trop sérieux. Donnons à notre pays une commission électorale dans laquelle tout le monde a confiance. Et pour moi, ni plus ni moins, les partis politiques doivent être exclus.
Mais on n'est pas souvent conséquent avec nous-mêmes. Tantôt on est sorti de la commission électorale, tantôt on revient, tantôt on veut plus de nombre que les autres. Ce n'est pas une question d'une commission équilibrée. Moi, je ne veux pas de ce terme. Il faut une commission indépendante. C'est quoi une commission équilibrée? Moi, j'entends la contradiction interne dans les revendications souvent de l'opposition. Ça, c'est pas là le souci. Le sujet quoi de le toute souci? Non, je viens. C'est pas le sujet. C'est quoi le Non, souci? je viens. J'entends la contradiction. Hein. Ces contradictions, elles sont là. Mais s'il y a une revendication aussi au niveau de l'opposition ivoirienne, c'est celle de savoir que le président Alassane Ouattara, après 3 mandats, devrait quand même pouvoir laisser sa chance à une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Mais quand je le dis même pour tout le monde. Oui. Je dis, laissez même là... Avant le 3e mandat, nous nous sommes battus pour plusieurs choses. J'étais étudiant, c'est vrai, mais j'étais dans ce combat aussi. Et j'ai fait la prison aussi pour ce combat, pour le vote à 18 ans. Qui portait cette revendication? Il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Le bulletin unique, qui portait ce combat? Il s'appelle Laurent Gbagbo. On est d'accord? Et puis, la limite d'âge, qui portait ce combat? Il s'appelle Laurent Gbagbo. La limitation des mandats. Pour moi, il faut d'abord reconnaître ce combat au président Laurent Gbagbo. Si je peux vous parler aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui a un parti politique différent des autres, je le dois au Front populaire ivoirien d'antan et à son leader. Je ne me limite pas là. Mais la limite d'âge à 75 ans, c'est un autre combat, non? Jusqu'à ça a été même constitutionnalisé. Pourquoi on l'abandonne aujourd'hui? Mais parce que nous, on était en prison. Oui. Quand le président Ouattara et le président Bédié s'entendent dans notre dos. Tout à fait. Pour pouvoir faire sauter cette clause-là. Mais quand nous, on revient, ce n'est pas de l'accepter. C'est de continuer notre combat. Pour leur demander de le remettre. On ne l'avait pas fait pour nous. On le fait par principe. Parce que c'est notre vision. Parce que c'est notre combat. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas en parler. Vous allez voir après cette interview. Mais justement, c'est parce que vous n'en parlez pas. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'après cette interview, parce que j'ai parlé de la limite d'âge, de 75, qui n'est pas de moi, je vous mets au défi, dans vos commentaires, les gens vont m'attaquer. Ils vont dire tout sur vous ne parlez de Gbagbo. Vous voyez, c'est cette manière de mêler Gbagbo à tout, à n'importe quoi, c'est un problème finalement. Donc on ne peut plus réfléchir. Je suis heureux que vous puissiez revenir sur ces choses, sur ces amalgames souvent. Donc ce sont des amalgames. Voilà, ça c'est important. On le porte par principe. On ne le porte pas parce que soit on n'en bénéficie pas ou on en bénéficie. Moi, je reviens de la CPI. Je dis, mais qui a fait sauter le verrou de la limite d'âge? Pourquoi? Et pourquoi? Alors, je remobilise mes troupes pour repartir au combat, pour qu'on remette ça. Parce que j'estime que c'est ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. La même chose. Moi, j'étais en prison quand ils ont fait le référendum pour la Constitution. La deuxième Constitution de... je sais pas, j'ai dit... C'est dangereux, je l'ai dit. Pourquoi on n'a pas fait une modification et on a fait un référendum, pardon? Parce que la modification de la Constitution nous maintenait dans la même République. Le référendum nous remet dans une autre République. Là encore, il y a des leaders politiques aujourd'hui qui ont soutenu cette constitution. Ils nous ont même dit, oui, on a vu la constitution en Algérie, on a vu la constitution dans tel pays, tout était bien. Alors, cette constitution-là, elle n'est peut-être pas la meilleure, mais elle est bonne, il faut la voter. Ils ont fait comment tu appelles ça? Campagne. Guillaume, comment tu peux comprendre que juste quelques années après, les mêmes qui ont fait campagne pour cette constitution reviennent pour dire non, elle est mauvaise. Vous voyez, c'est ce revirement qui est un problème pour moi. Et je reviens avec vous sur la bonne foi. Mais la bonne foi, pourquoi? Oui. Non, pourquoi? Je ne veux pas que quand on parle de bonne foi, me citer des individus ça et là. C'est un problème global. Non, vous voyez, où la parole publique n'a plus de valeur. Où on vient, on dit ceci aujourd'hui, et on est sûr que les gens ne nous ramèneront pas nous dire pour nous sanctionner en fonction de soit notre constance ou notre inconstance. Mais les gens nous suivent bêtement. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Excusez-moi. Moi, je ne veux pas faire partie. Moi, je veux être un homme constant. On va y arriver. Ça peut me créer tous les problèmes quand c'est mais on ne va pas faire des heures dessus. Il faut que vous le sachiez. Non, mais la bonne foi, la bonne foi c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. Aujourd'hui, certains jeunes qui voient le président Charles Blé Goudé comme l'avenir, ils estiment aujourd'hui que face à des problèmes cruciaux, face à des enjeux, que les éléments de langage qu'ils attendent du président Charles Blé Goudé pour dénoncer, on va dire,
les problèmes actuels, ce n'est pas ces éléments de langage qui l'abordent. Guillaume, ils se sentent trahis, ces millions d'Ivoiriens. Dites-leur qu'ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Ces éléments de langage-là, je les ai utilisés. C'est quoi le résultat? Le leader le plus populaire d'Afrique à la Coupe pénale internationale, sans que le programme pour lequel il s'est battu toute sa vie soit appliqué. Alors que, qui peut comparer Laurent Gbagbo dans une compétition, qui peut se comparer à Laurent Gbagbo dans une compétition de popularité en Afrique en son temps-là? Après lui, qui mobilisait tous ces jeunes-là par millions? Aujourd'hui, on parle de oui, on avait 100 000 personnes, 200 000 personnes. Moi, je mettais les millions de personnes dans la rue. Mais là, votre détracteur, vous aviez les moyens de l'État. S'il vous plaît. Non, allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Ceux qui venaient, ils marchaient pour venir. Le premier meeting du 2 octobre 2002, allez réviser. Tous ceux qui venaient, ils marchaient de Yopougon, de Koumassi, et ils marchaient pour le parti. La sono était même inaudible. Vous avez compris ce que je vous dis? Ces jeunes-là étaient déterminés pour leur patrie. Ça nous a amené où après? C'est pourquoi je me pose. Et je vous regarde, c'est pourquoi je me pose. Je vais faire les choses autrement pour aboutir au même résultat. Le même résultat, c'est de faire en sorte que notre pays là soit positionné. Qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire un jour. C'est lent, c'est long, et je peux vous comprendre. Mais ça évite de faire couler une seule goutte de sang des Ivoiriens. Non, je ne suis pas celui qu'on vous a décrit. Non, je ne suis pas le monstre qu'on vous décrit. Je suis très fidèle à mes convictions. Sauf que, ce que vous me demandez maintenant, je ne peux pas le faire. Pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Non, moi je ne connais pas la peur. Mais parce que je veux que mon pays soit compétitif demain. Ne jugez jamais quelqu'un sans l'avoir entendu. Vos impressions ne sont pas la vérité. Martin Luther King n'a jamais pris un seul fusil. Évidemment, ceux qui m'accusent ont le comportement de Malcolm X face à Martin Luther King. On l'accusait d'avoir eu une cardiaque de la part du système américain qui opprimait les Noirs. Mais l'histoire est retenue qui aujourd'hui? Martin Luther King. Parce que son combat-là a fait en sorte que l'Amérique a eu son premier président noir. Quand Nelson Mandela sort de prison, mais il avait des jeunes qui sortaient de prison. Parce que lui, il était là-bas pendant 27 ans. Mais ceux qui venaient, ils faisaient 3-4 mois, ils partaient. Mais comme ils ont vu que Mandela a commencé à parler avec les Blancs en prison, oh, le vieux là, il a trahi. Hein. On accusait même Mandela d'avoir trahi la lutte. Écoutez, je suis allé en Afrique du Sud. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'aujourd'hui, les Noirs ont eu le droit politique et la force politique. On peut changer ce pays sans nous bagarrer. On peut changer ce pays sans arriver à la confrontation. On peut changer ce pays sans nous tuer les uns les autres. Tel est mon choix et je l'assume. J'ai fait le choix du dialogue. Et vous ne pouvez pas me comprendre aujourd'hui. Mais Galilée a dit que la terre tournait. On lui a tranché la tête. C'est parce qu'on étudie aujourd'hui. Je ne suis pas Galilée. Je veux qu'on puisse arriver à un minimum de consensus avant les élections, sans qu'on soit obligé de passer par la case de la confrontation physique. Dernière question. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juillet 2025. Nous sommes à Paris. Déjà, merci encore une fois de plus d'être passé sur le plateau d'actupeople.net. Avant cette interview, je le disais en introduction tout à l'heure, vous avez ouvert des fronts lors de votre intervention. Vous avez dit que vous n'avez pas été consulté par la base par rapport à la CAP Côte d'Ivoire. Ensuite... Non, je n'ai pas dit la base. Non, vous n'avez pas été consulté par le PDCI du moins, par le PDCI avant d'intégrer la coalition, le Front commun avec le PPACI. Vous avez aussi dénoncé cette alliance ou le fait que Guillaume Soro rejoigne son bourreau d'hier, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, après que vous ayez ouvert ces deux fronts qui aujourd'hui font feu de tout bois sur les réseaux sociaux et vos détracteurs se multiplient de milliers en milliers. Si vous avez un message très fort à adresser à toutes ces personnes qui, quelque part, pour qui vous êtes incompris, et ce serait ma dernière question pour mettre fin à cette interview. Merci Guillaume. Je vais d'abord commencer par le PDCI-RDA, qui est un partenaire avec lequel on a eu des bons moments lors des dernières missions de mobilisation pour le meeting du 30e mai dernier. Moi, je ne suis pas en conflit avec le PDCI-RDA. Je ne veux même pas être en conflit avec le PDCI-RDA. Je le dis du fond du cœur. Du fond du même cœur, je n'ai pas été content qu'un partenaire avec lequel je suis, pendant qu'on est en train de faire une mobilisation, qu'on est dans une lancée, on a fait des mobilisations ensemble et on a fait un bon meeting à la place Figayo.
Yom, quand nous avons annoncé ce meeting, que de pression, que de menaces. Mais je n'ai pas bandé les muscles. J'ai utilisé la méthode pour convaincre, pour rassurer. Et puis ce meeting a eu lieu. Pourquoi je fais ce rappel? On a vécu aussi des moments de stress ensemble. Donc, je leur demande de me comprendre aussi que pendant que nous sommes en train de faire cela, sans un seul mot, j'apprends comme tout le monde sur les réseaux sociaux que mon partenaire est dans une alliance. Je ne juge même pas le fond de l'alliance, mais la forme me pose problème. Je n'ai pas ce droit-là. Je dis, c'est comme si on est assis ensemble sur un banc. Tu es assis à l'extrémité, moi ici à l'autre extrémité. Avant de te lever, dis-moi au moins que tu vas te lever. Seulement le banc, il tombe avec moi. C'est tout ce que je dis, et puis ce débat, il est clos. Vous dites là que, par exemple, parce que vous étiez en Après moi, oui. Monsieur Lamoussa Dienko, qui est passé sur les antennes d'une chaîne ivoirienne tout récemment, si vous voulez, je peux citer la chaîne. Oui, il n'y a aucun problème. Sur Live TV, dans le talk. Mais Herman Aboua lui a posé la question. Parce que les gens pensaient que c'était moi seul à qui cela causait un problème. Mais lui, il allait plus loin que moi. Il a même relevé d'autres faits, sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Mais c'est un fait. Mais pour moi, ça là, c'est derrière nous. On ne va pas en faire un conflit. Oui, avant de parler. Je respecte leur choix, je respecte leur démarche. J'ai dit simplement, ils auraient pu me dire au moins. C'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin de s'insulter. Non, non. Je tout à fait. Avant de parler du second front avec Guillaume Soro, vous nous dites là que au moment où le PDCI était en train de préparer les accords pour le fonds commun avec le PPACI, c'est vrai que le président Tidjane Thiam étant en Europe, que par exemple le député, l'honorable Diaoufoué, avec qui vous formiez ce tandem, ne vous a pas soufflé à l'oreille à président Charles Blé Goudé, nous allons faire un fonds avec le PPACI. Ça n'a pas été le cas? Ne créez pas de problèmes inutiles. Non, au moins lui, il était avec vous. Oui, il a fait toutes les marches avec vous, toutes les mobilisations avec vous. Ne créez pas de problèmes au président, à l'honorable Diaoufoué, que j'aime bien. Hein. Voilà, c'est pas un décideur au PDCI-RDA. Ce n'est pas lui qui a mené les négociations. Voilà, mais j'ai jamais eu un tel débat avec lui, et c'est pas de ça que je parle. Si c'est Zali Philippe avec lui aussi. Oui. Quand nous avons ce qu'on appelle la conférence des présidents au sein de Cap Côte d'Ivoire. Après, il y a le secrétariat permanent qui regroupe les secrétaires généraux. Mais les présidents des partis ou leurs représentants, nous avons des réunions très stratégiques. On aurait dû nous informer. Personne n'a été informé de cela. Mais ça, on ne va pas en faire une bagarre. Je l'ai juste dit. Ça aurait été vous, j'allais vous dire Dieu même. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je vous prends le cas de Herman Aboua. Il a signé avec nous à Cap Côte d'Ivoire. Le lendemain, son patron l'a interpellé. Pour lui dire, tu as le choix entre ton travail et Cap Côte d'Ivoire. Il travaille à la FTV. Mais il nous en a parlé. On a trouvé la formule. Il est allé parler à la présidente Simone Gbagbo. Il est allé parler aux autres avant de faire sa déclaration publique pour quitter Cap Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vague à ce niveau parce qu'on a été informé. Ça peut exister. Parce qu'à Cap Côte d'Ivoire, chaque parti politique conserve sa liberté d'action. Donc, on respecte ce que le PDCI peut entreprendre comme démarche pour le PDCI-RDA, dans l'intérêt du PDCI-RDA. Sauf que nous disons, nous n'avons pas été informés. C'est tout. Ça, ce n'est pas une bagarre. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Moi, je ne veux pas de bagarre avec eux. Voilà tout ce que j'ai dit. Parfait. Concernant Guillaume Soro. Que voulez-vous savoir sur Guillaume Soro? Le front ouvert par rapport à GPS, lors de votre intervention, de votre rencontre avec la diaspora, justement, vous avez fustigé, c'est le mot, cette alliance soudaine entre Guillaume Soro et celui qui l'a pourfendé hier, qui l'a même combattu. Et vous avez ouvert aujourd'hui un front vraiment qui est en feu avec tous les cyberactivistes. D'abord, parlant des cyberactivistes pro-Soro, révisiter leur... Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Non, révisiter leurs différents posts ou leurs différentes vidéos, si vous voulez qu'on parle d'eux. Ils n'ont jamais été tendres avec moi. Donc ça ne date pas de là. Pourtant, moi, j'ai été à des émissions où on m'a carrément présenté les vidéos de Guillaume Soro pendant que j'étais en prison, ce qu'il disait de moi. En direct à la télé, à des heures de grande écoute. J'ai toujours dit non, je ne veux pas qu'on se serve de moi pour l'affaiblir. Il vit déjà une situation difficile en exil. Sur Live TV, ça a été fait. J'ai eu la même réponse.
ce NCI, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Pourtant, c'est cyberactiviste. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont pris pour cible toujours. Mais face à vos partisans là, vous êtes lâché un peu. Je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne deviendrai rien. Pour ça, c'est eux qui voient. Donc, ce n'est pas pour ce que j'ai dit là qu'ils ont commencé à être en feu. Il y a longtemps, ils sont en feu contre moi pour des raisons qu'ils connaissent. Et je respecte ça. Ce n'est pas un problème, ça. Revenons-en au problème. Vous savez, dans la vie, chacun a ses principes. Et chacun a ses valeurs. Moi, je ne compte pas rassurer des gens en piétinant mes valeurs et mes principes de vie et ma vision. Excusez-moi, c'est ce que je suis. Et c'est comme ça que je marche. J'ai même souvent eu des petites discussions en privé avec des amis qui me disent « Mais Charles, toi, tu es trop vrai. C'est pas comme ça la politique. » Si, on peut être vrai en faisant la politique. Quand je vais en Côte d'Ivoire en 2002, j'annonce la résistance pacifique aux mains nues. C'est ça. C'est ma philosophie. Je ne l'ai pas dit comme ça, comme un slogan. C'est ce que je vis. Et je pense que les changements peuvent avoir lieu par les urnes. Donc, je peux avoir un ami que je salue, avec qui on peut partager un plat dans le locaux, mais on ne peut pas s'asseoir pour parler politique. Au point même de nous allier. Parce qu'on ne partage rien comme valeur. Eux, c'est les armes. Moi, c'est les menus. On parle de quoi? Voilà mon problème. Deuxièmement, moi, quelqu'un peut me mettre à terre une seule fois, 2 fois. Ça peut peut-être être mon destin. Mais 3 fois, il y a un problème pour moi. Donc, pour la mémoire collective, moi, j'ai un problème. Je n'ai pas demandé aux autres de ne pas le faire. Je ne les juge pas. Je dis, moi, je ne peux pas le faire. Moi, j'énonce, moi, mes valeurs. Moi, j'énonce, moi, mes principes de vie. Je suis allé jusqu'à Bouaké. Des chansons populaires lui disent « Blé Goudé a dormi à Bouaké dans la chambre de Ouattao ». À cette époque-là, ce n'était pas quand la flamme de la paix a eu lieu. Je suis allé avant. Et je les ai invités dans mon village. Je cherchais la paix. Là-dessus, encore vos détracteurs, même toute cette démarche, c'était parce que vous aviez des objectifs mercantiles. Mais le patron est là. C'était pour aller prendre de l'argent avec les rebelles aussi. Ils ne me connaissent pas, en fait. Et ceux qui parlent, ils ne connaissent pas Charles Blé Goudé. Moi, je ne suis pas un homme à argent. Moi, je vis simplement. Moi, je vis à mes aubergines au champ. Moi, je peux manger une trente d'igname et puis je suis tranquille. Moi, je suis un gars de poille. Moi, j'ai grandi dans la douleur. Je ne suis pas un homme d'argent. Vous voulez forcément faire de moi un homme d'argent, vous ne réussirez pas. C'est parce que je suis. Je cherchais la paix. Il n'y avait pas de problème d'argent entre Ouattao et moi, paix à son âme. C'est un monsieur que j'ai respecté jusqu'à sa mort. Et lui et moi, nos visages ont été associés pour faire la paix. J'ai invité Guillaume Soro à Gagnoa, dans un stade plein, accueilli en triomphe par des populations. Pour qui il est un criminel. Mais je l'ai fait. Tout ça pour la paix. Souvent même contre la vie de mes partisans. Mais parce que je voulais la paix. Guillaume, on va même jusqu'à Bouaké pour incinérer quoi? Les armes devant toutes les caméras du monde. Et j'ai dit, devant toutes les caméras du monde, on brûle les armes. Un accord est signé. Guillaume Soro fait Premier ministre. Mais pendant que nous, on pensait qu'on était dans la paix, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, les armes qu'ils ont pris pour nous combattre, c'est quitté où? Puisqu'on a fini de brûler les armes. Et le président Gbagbo, on le prend. On le jette en prison. À la Cour pénale internationale, comme un vulgaire criminel. Je partage cette douleur avec lui. Aujourd'hui, votre conscience n'accepte pas cette alliance. On sort de là. Moi, je veux que le président Gbagbo, il pardonne, c'est lui. Mais moi, Charles Blé Goudé, j'ai aussi pardonné. On m'a opposé quoi? Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye. Mais bien sûr, moi, je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas avec Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est les menus. Ça, je ne peux pas m'asseoir pour une certaine. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. J'ai dit, moi, Charles Blé Goudé, mais moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier là, et c'est moi, c'est ce qu'il fait.
Guillaume Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est faux, Guillaume? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à la... Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Guillaume, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais, de là à nous asseoir pour faire un schéma, on dit oui, on n'a qu'à faire le Ouattara d'abord, puis renvoyer. Peut-être que même avant qu'on ait le Ouattara, mais la première balle, la main, c'est pour moi. Et la mort, là, c'est parce qu'on ne voit pas que ça nous surprend. Voilà. On aurait pu parler avec vous des heures et des heures. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'ActuPeople.net. La toute dernière question, c'est la troisième voie. La dernière fois, après vous allez me dire, je suis dans les déductions, mais j'ai cru vous entendre lorsque vous parliez comme si cette troisième voie, vous alliez l'intégrer. Lorsque vous parlez de cette nouvelle classe qui est incarnée aujourd'hui par l'honorable Assalé Tchomoko et l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, est-ce qu'on vous verrait faire une coalition avec ces deux figures aujourd'hui qui incarnent le renouveau dans le giron politique ivoirien? D'abord, moi, je vais les féliciter. Je félicite l'ancien préfet d'Abidjan, qui m'a pris en amitié. Et je le félicite ici. L'honorable le préfet Toby Vincent. C'est quelqu'un de droit que je voulais saluer ici. Et annoncer la candidature pour briguer ce mandat-là, ce n'est pas pour être chef de classe, hein. Ça peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Je voudrais ici le féliciter. À sa suite, je vais féliciter l'honorable Assalé, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à la célébration de l'an 1 de son mouvement ADCI. Et c'est à cette occasion-là qu'il a annoncé sa candidature. Voyez-vous, moi, la mienne est empêchée par une radiation de la liste électorale. Il y en a qui disent, mais écoutez, regardez-le, il est trop heureux. Ça dit que sa candidature ne lui dit rien, justement parce que je ne réduis pas tout à ma personne. Voilà la différence entre eux et moi. Ceux qui disent ça, je le dis. Mais à Salé, je le félicite. Et la voie qu'ils sont en train d'emprunter n'est pas une voie à négliger. C'est une voie à encourager. C'est une voie à saluer. Ça sonne comme un autre son de cloche dans cette Côte d'Ivoire des clans qu'on veut nous présenter et qu'on veut nous imposer. Non, on ne construit pas dans les clans. On reviendra certainement à la Côte d'Ivoire de la République. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Parce que nous ne sommes qu'au début. Mais j'aurai le temps de rentrer en Côte d'Ivoire puisque ils ont fait d'abord, chacun a annoncé sa candidature. Après, ils ont fait une conférence de presse commune. Mais moi, j'ai eu le temps de les féliciter au téléphone, tout comme sur ma page Facebook. Et j'aurai le temps de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre langue avec eux puis parler avec eux. Vous me l'avez déjà dit, c'est vrai, lors de l'une des interviews que vous m'avez accordées, vous avez accordé à ActuPeople.net, vous avez dit aujourd'hui vous alliez au RHDP, ce serait renier vos valeurs politiques. Et tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler de personnes qui se disent, bon, vous êtes heureux, même si votre candidature n'est pas validée, que vous êtes rallié de la liste électorale, il y a beaucoup justement qui sous-tendent, on va dire, cette posture par le fait qu'il y aurait un deal caché qui verrait demain, par exemple, le président Charles Blé Goudé, une fois le RHDP à nouveau au pouvoir, être ministre du président Alassane Ouattara ou bien d'un candidat RHDP. Est-ce que ce serait possible dans la configuration politique actuelle en Côte d'Ivoire? Ce serait possible de voir le ministre Charles Blé Goudé adjoint ministre du RHDP? Avant ça, il faut aussi ramener à ces mêmes personnes ce qu'elles disaient pendant que même j'étais à La Haye. Vous savez que pendant que j'étais même à la recherche d'un passeport, que j'étais bloqué à La Haye, quelqu'un qui était passé pour être un dieu et dont les propos étaient comme des propos bibliques, Chris Yapi en son temps. C'est ça.
disait que Charles Blé Goudé va intégrer le gouvernement Ouattara en 2020, juste après les élections. Regardez. Ça, c'est vrai. J'ai mis ma caméra. Mes amis ont dit non, faut pas lui répondre ici. Parce que là, il piétine ma dignité. Il y a des choses que je n'accepte pas. Chris Yapi, je vous donne rendez-vous après 2020. Le gouvernement sera formé. Et si je n'y suis pas, j'espère que vous aurez le courage de venir dire que vous avez menti. Le gouvernement a été formé. Est-ce que j'y suis? Je ne suis même pas membre des cabinets même d'un président des régions. Et je suis là. Mais on veut forcément me lier à ce que je ne suis pas. Guillaume Vergès, je suis président du COGEP. Je suis en train de construire mon parti. Comme le président Ouattara a construit le RHDP, comme le président Oufo-Boigny a construit le PDCIRDA, comme le président Gbagbo a construit son équipe, je veux me construire. C'est cette liberté-là qui est un problème pour moi. Les gens disent qu'ils mènent un combat de liberté et de démocratie, mais ce sont les plus grands dictateurs que moi j'ai jamais connus. Parce que quand vous voyez ce qu'ils font là, c'est la dictature de la pensée. Pourquoi ils peuvent dire d'un leader politique, ah oui, non, comme il parle. Non, je ne réduis pas tout à ma personne. Vous avez parlé du président Saleh Temoko. J'y étais, je l'ai applaudi. Quelqu'un d'autre se serait assis là, non, c'est un rival. Ah non, il va prendre ta place. Je n'ai pas de place à prendre. Je ne cherche pas de positionnement. Pour le RHDP 3 je ne cherche pas de positionnement. Je suis déjà positionné. Écoutez-moi très bien. Je ne cherche pas de positionnement. Moi, ici, déjà positionné. Avant, je parlais pour qu'on m'entende. Maintenant, je parle pour qu'on me comprenne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on vous a compris lors de cette interview? J'espère que les gens comprendront que non. Parlez doucement. Parlez pour convaincre avec argument. Posez un problème en ne se tapant pas la poitrine ne fait pas de vous un traître. L'histoire l'a démontré. Comprenez-moi, je ne suis pas votre ennemi. Je vois seulement les choses autrement en voulant sauver des vies humaines, celles des Ivoiriens. Merci. Merci au président du COGEP, M. Charles Blé Goudé. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Ce n'était pas évident avec votre programme chargé, surtout que vous êtes à la veille de votre départ en Côte d'Ivoire. Mais on a pris plaisir encore une fois de plus à échanger avec vous. Ce que je retiens et ce que peut-être certaines personnes vont pouvoir retenir de cette interview, c'est que le président Charles Blé Goudé répond de son destin. Et il souhaite que l'on comprenne ses positions, ses opinions. Et je pense que peut-être, comme il le dit tout le temps, on peut ne pas parler d'une même voix, mais... Non, on peut parler d'une même voix, okay, sans être obligé de parler d'une seule voix. Parfait. Cette expression est de moi. Merci. Donc la seule voix peut-être que vous souhaiteriez éventuellement lui attribuer, il n'est pas en phase avec cette voix. C'est ce que moi je retiens personnellement. Après, comme il a dit tout à l'heure... On appelle ça le droit à la différence. C'est important. Et beaucoup de tolérance aussi, justement, dans le jeu politique. Tout à fait, beaucoup de tolérance. Bon retour à vous en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les Ivoiriens qui m'ont reçu ici. Je vous ai montré ce que je voulais que vous voyiez. Sinon, j'ai eu beaucoup de contacts diplomatiques. Et c'est le cœur en joie que je répare en Côte d'Ivoire. Vous voulez en parler un peu, les contacts diplomatiques? La diplomatie va de pair avec ce qu'on appelle la discrétion. Parfait. Merci. Et cette diplomatie, elle pourrait accoucher de quoi demain? Elle va aider la Côte d'Ivoire certainement à avoir un dialogue.